Eh bien, merci d'abord pour cette invitation. Il s'agit ici de présenter, très modestement, quelques ouvrages de littérature de jeunesse d'auteurs antillais qui me semblent particulièrement intéressants et qui répondent à la fois à des problématiques littéraires très belles et aussi à des problématiques spécifiques à la zone des Antilles. En française ou anglaise d'ailleurs, puisqu'on verra que c'est un point qui fait justement l'objet d'une ouverture dans cette littérature. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé, c'est tout un petit monde, hein, cette littérature de jeunesse, comme toutes les littératures de jeunesse, mais c'est aussi un tout monde. Alors le tout monde, c'est un concept qui a été particulièrement développé par des auteurs antillais. C'est l'idée que le monde n'est plus une succession d'éléments, mais est entièrement lié, qu'on est dans un tout qui est le monde. Et c'est un concept notamment qui a été mis en place par Édouard Glissant et aussi Patrick Chamoiseau, qui sont deux très grands auteurs antillais. Alors, en quelques mots, avant qu'on en vienne à la littérature de jeunesse, je voulais évoquer donc la spécificité de la littérature antillaise. C'est une littérature qui a pris une place considérable et peut-être encore injustement ignorée, en tout cas qui a pris une place considérable dans la littérature de langue française. Alors, c'est une littérature qui est née au XIXe siècle. Alors, une littérature à la fin du XIXe siècle, on a maintenant des recueils de cette littérature. C'est une littérature de l'imitation qui est faite essentiellement par des béquets, c'est-à-dire des Européens qui vivent dans les Antilles et qui vont se reproduire les grands mouvements qu'on trouve en métropole, le romantisme, Lamartine, par exemple, a eu une grande influence. Le romantisme parce que aussi il propose une vision exotique qu'on a depuis la fin du XVIIIe siècle, avec notamment Paul et Virginie, et ce qui se passe à La Réunion. Et en fait, en gros, c'est une littérature française appliquée aux Antilles. Ça n'a pas de spécificité, si ce n'est qu'elle propose un cadre particulier. Et puis, peu à peu, va se développer donc une littérature plus spécifique qui va faire des Antilles pas seulement un cadre, mais aussi le sujet. Et par exemple, dès les années 20-30, un des plus grands poètes français, Saint John Perse, est né aux Antilles, a très vite quitté les Antilles. Il en est parti vers 8 ans, mais il va vraiment faire des Antilles un univers, l'univers de son enfance, l'univers du rêve, l'univers d'un rapport au monde particulier. Et il va proposer des poèmes en prose qui donnent une atmosphère particulière et qui rendent compte de cet univers insulaire qui est un univers de la beauté et de la douceur de vivre. Donc là, l'extrait que je vous ai mis, vous pouvez le lire, oui, il est lisible. C'est un extrait qui est publié dans un recueil de poésie des Antilles sur lequel je reviendrai. Et c'est vraiment cette idée du songe, d'une femme qui traîne, et c'est aussi ses souvenirs d'enfance. Donc c'est la première fois, j'insiste, que les Antilles vont vraiment devenir au cœur d'une œuvre qui a le recueil le plus célèbre de Saint John Perse s'appelle Amer. Amer, c'est le nom pour désigner les rochers qui effleurent dans l'eau,
Et ces amers vont faire vraiment l'espace dans lequel il crée sa poésie. C'est-à-dire que la poésie de Saint-John Perse, elle est liée profondément à la beauté des Antilles et à leur structure insulaire aussi. Mais Saint-John Perse, donc a vécu peu de temps, c'est quand même des Antilles rêvées dont il parle, et après-guerre, même avant-guerre, déjà avec Césaire, un petit peu plus tard, à la fin des années 30, il va y avoir, du fait aussi de la scolarisation progressive des enfants antillais, descendants d'esclaves et afro-américains, il va y avoir une première parole noire autour des Antilles, et qui normalement est constituée notamment par Aimé Césaire. Aimé Césaire qui est un très grand poète, vraiment c'est magnifique la poésie de Césaire, qui a beaucoup travaillé aussi autour du concept de négritude. C'est lui qui a inventé le concept de négritude, c'est-à-dire l'idée que l'on va s'affirmer comme nègre et transformer en fierté ce qui était a priori une injure, avec Sédar Senghor. Ils sont tous les deux étudiants à Paris. À ce moment-là, ils se rencontrent. Senghor est à Normal Sup. Césaire est également étudiant. Et après-guerre, il aura aussi un rôle politique important. Ce sera vraiment un des pères fondateurs des îles. Son poème ici, avec des bouts de ficelle, avec des rognures de bois, avec tous les morceaux bas, avec les coups bas, avec des feuilles mortes ramassées à la pelle, avec des restants de draps, avec des lassos lacérés, avec des mailles forcées de cadène, avec des ossements de murène, avec des fouets arrachés, avec des conques marines, avec des drapeaux et des tombes dépareillées par rhombes et trombes, te bâtir. Il y a vraiment l'idée que l'on va prendre tout ce qui était épars, tout ce qui renvoie à la souffrance aussi de ce peuple qui est arrivé en gros sur l'île après un rapt et dans une situation d'esclavage, pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est lié donc à cette histoire, mais qui est aussi lié à un lieu. Ce sont les conques marines, ce sont les libertés conquises, ce sont les murènes. C'est tout ça qui va finalement constituer l'identité littéraire, pas seulement l'identité culturelle, mais l'identité littéraire et l'utiliser d'une langue particulière, d'une langue qui appelle souvent à des mots exotiques, à des structures phrastiques. Et c'est vraiment un très grand... D'ailleurs, il y a quelque temps, il avait été évoqué le fait qu'il soit transféré au Panthéon, et puis la famille de Césaire a décidé qu'il resterait aux Antilles, ce qui est un choix politique et important. Et donc vraiment Césaire dans les années 40-50 va avoir un rôle important, et il va y avoir toute une série d'auteurs derrière, donc des gens qui ont maintenant entre 60 et 40 ans, qui se réclament de Césaire et qui vont vraiment insister plus encore que Césaire sur la créolité, c'est-à-dire sur le fait que l'identité antillaise, c'est une identité multiple qui se construit dans l'interaction. Et parmi les générations actuelles, donc j'ai mis un poème de Daniel Maximin qui vraiment insiste justement cette idée d'un avenir qui finalement a été préfiguré par les îles, par la créolité des îles, avec l'idée que le monde entier va devenir créole du fait des migrations, du fait des évolutions. Et donc, j'ai trouvé que ce poème convenait bien, le souvenir de nos avenirs en rade, préserve nos îles sans elles, des espoirs en dérive, et la dérade de nos désirs en elles, réserve nos îles en douce, pour l'envol à venir. Il y a vraiment cette idée que, quelque part, les îles ont été le laboratoire d'une modernité, d'un monde moderne qui est le tout-monde. Et cette idée que la langue même va se construire dans ce rapport avec la mixité linguistique. Donc, on a débuté par quelque chose finalement qui était une imitation
de la littérature française de métropole pour aller vers un sujet qui était les Antilles, puis vraiment un objet, et finalement ça va s'imprégner dans les structures de la langue. Parce que de plus en plus les auteurs de langue francophone se réclament de la langue créole. Alors la langue créole, donc le créole, c'est une langue qui est essentiellement formée d'un français déformé, justement. Alors, on a longtemps dit c'est le petit nègre, finalement, c'est ce qu'on appelait le petit nègre parce que les esclaves ou les noirs libérés n'étaient pas capables de parler une langue française structurée. Or, on sait maintenant qu'il y a aussi dans la langue créole la dimension, au contraire, de ne pas être compris des Blancs. C'est-à-dire qu'on a maintenu des structures, des transformations qui sont liées aussi aux structures des langues africaines d'origine. Puis également, on a intégré de l'anglais, de l'américain, surtout à partir des années 30. Le créole, c'est une langue qui se construit justement dans la confrontation, le mélange, le refus de la pureté finalement, l'idée qu'il n'y a pas de pureté. Et donc, on a ensuite cette possibilité, donc, ce créole qui est une langue de résistance aussi, notamment face aux propriétaires des esclaves, face ensuite aux grands propriétaires de ce qu'on appelle les habitations. Les habitations, beaucoup disent c'est une littérature d'habitation, c'est-à-dire les habitations, c'est les grandes cases dans lesquelles d'abord les esclaves, puis les ouvriers agricoles, dont la condition pendant longtemps n'a pas tellement évolué par rapport à celle de l'esclave sur un plan matériel, même si évidemment symboliquement ils étaient libres. Ces habitations étaient le lieu où d'abord on se contait des histoires, et donc c'est le lieu du développement et de l'autorisation du créole, que pendant longtemps l'école n'a pas autorisé également. Et puis, comme d'ailleurs on n'autorisait pas plus les langues régionales en métropole, donc le créole n'était pas autorisé. Et puis petit à petit, on a eu là aussi une revendication de la fierté de ce créole à travers un certain nombre d'auteurs, et en particulier Chamoiseau, qui se définit comme un créolisant, bien qu'il ait une langue qui soit extrêmement riche et même ouverte sur bien d'autres éléments que le créole. Donc ça, c'est des circonstances qu'on pourra faire un petit peu ressentir au travers d'albums. On pourra donc ouvrir et, j'allais dire, initier les enfants à ces formes de créolité et de mélange qui constituent le propre de ces îles. Alors, j'ai choisi quelques albums qui me semblaient intéressants pour faire une initiation. Alors, pardon, j'ai fait une erreur, je vais revenir en arrière si j'y arrive, non ? Voilà. Donc, il y a en particulier un album d'Ada qui s'appelle La poésie antillaise, dont j'ai donné quelques auteurs qui n'ont pas écrit que des poèmes. J'ai choisi des extraits de poèmes, mais donc qui est très riche, avec des illustrations très belles, et qui permet vraiment de travailler sur l'ensemble, puisqu'on va en gros de Saint John Perse à des auteurs très contemporains, même à des slameurs contemporains, puisque le slam, du fait aussi de la proximité avec le monde américain, le slam est très développé aux Antilles, puisque les Antilles, elles sont associées évidemment au monde francophone du fait de leur appartenance politique, mais en réalité, c'est des îles américaines. C'est des îles qui sont beaucoup plus près de New York que de Paris. Donc il y a aussi beaucoup d'échanges avec le monde américain. Et donc il y a vraiment... et puis on le voit, une illustration qui s'inspire justement aussi du carnaval, des grands thèmes de la peinture populaire antillaise. Donc ça, c'est un très bel album dont j'ai donné quelques exemples qui sont difficiles, mais qu'on peut travailler avec des dispositifs d'illustration, avec des dispositifs de récitation. Ça peut être très rythmé et très positif. Alors après, j'ai choisi 4 autres albums
que je vais présenter rapidement. Alors j'en ai pris un donc, qui n'est pas d'un auteur antillais. Yves Pinguilly est un auteur de métropole. Zao est un peintre antillais, est un illustrateur antillais. Et Pinguilly a beaucoup travaillé sur l'Afrique. D'une manière générale, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps en Afrique, qui a travaillé donc sur l'Afrique. Et ici, c'est un album qui évoque la question de la mémoire de l'esclavage et de la déportation aux Antilles. Alors, c'est une collection qui est très intéressante, ça s'appelle Histoire d'Histoire, chez Rue du Monde. Et donc, en fait, on a à la fois un texte littéraire. Donc ici, un récit cadre, c'est un petit garçon, petit parisien, qui évoque avec une petite fille manifestement antillaise, en tout cas qui a les traits caractéristiques d'une petite antillaise avec des nattes et un petit tablier de madras. Et donc il lui demande d'où viennent ses ancêtres. Elle lui raconte à ce moment-là comment son ancêtre était un sorcier africain qui avait été capturé sur les côtes du Mozambique pour partir en esclavage, mais qui a pu s'en échapper et qui a adressé, donc qui a envoyé un oiseau, donc qui a donné ses yeux à un oiseau qui lui a raconté comment se passait la traite, comment se passait donc le travail, d'abord le transport, puis la vente, puis le travail sur les grandes plantations, puisque c'est essentiellement pour les plantations de canne à sucre que l'on a fait venir beaucoup d'esclaves au XVIIIe siècle aux Antilles, même s'il y avait aussi des plantations de coton à cette époque. Donc c'est un très bel album avec un récit assez poétique, et puis par ailleurs on le voit aussi dans le petit encart. Vous avez des illustrations qui sont des illustrations d'histoire, des illustrations d'historiographie, qui permettent par ailleurs donc de faire un lien entre l'histoire littéraire et l'histoire et l'historiographie de l'esclavage. Et donc le récit se termine par le fait donc, que la petite fille va parler de sa grand-mère, descendante de ses esclaves, et habitante en Martinique, et qui lui a donné ensuite donc ce retour en métropole et ces échanges multiples avec toujours cette idée, pratiquement dans tous les albums, je m'en suis rendu compte bien après les avoir choisis, il y a des questions d'aller-retour et de transfuge, de transmigration entre plusieurs côtes, entre l'Afrique, c'est les Antilles, le retour en métropole, etc. Donc on peut aussi évidemment faire des cartes, travailler sur ces grands mélanges, et vraiment sur cette idée que voilà, le monde a toujours aussi été construit de voyages, de mouvements dramatiques et plus ou moins heureux aussi. Ensuite, j'ai choisi un album de Patrick Chamoiseau, Le commandeur d'une pluie. Alors, Chamoiseau, qui a été pris Goncourt pour Texaco il y a maintenant 25 ans, est pour moi un des plus grands auteurs français vivants. C'est une langue absolument prodigieuse, qui est autant inspirée du créole, comme il le dit, mais aussi, à mon avis, beaucoup de Rabelais. D'ailleurs, il a fait une sorte de réécriture rabelaisienne. C'est un homme d'une culture phénoménale qui sait aussi qui a beaucoup travaillé avec les Amériques, avec Haïti également, qui est vraiment, alors c'est quelqu'un en plus humainement assez, il était protecteur de l'enfance à la PJJ. Il y est resté bien après avoir beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui a continué à travailler dans la protection de l'enfance très tardivement, bien après son prix Goncourt. Et donc c'est un très grand écrivain. Il est difficile, je pense que des deux textes, le premier est vraiment plus difficile,
Et c'est un très beau texte, et c'est bien qu'un enseignant le lise. Le deuxième, L'Accra des richesses, est vraiment très drôle et très sympathique. Alors donc c'est vraiment à la fois un regard philosophique sur le monde, c'est aussi quelqu'un qui a écrit beaucoup de textes justement sur la créolisation. C'est lui avec Confiant qui ont évoqué ce tout-monde, qui ont participé aussi au concept de littérature monde de Michel Lebris, qui est l'auteur des Étonnants Voyageurs, du festival des Étonnants Voyageurs. C'est un type extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et donc c'est vraiment l'idée que tout est composite, et donc d'où une grande créativité lexicale. Nous ne sommes pas un peuple atavique, mais composite, dit-il, des Antillais. Et pour lui, donc, le monde sera de plus en plus créole, entre le grand univers et le petit territoire, avec des possibilités d'être à différents niveaux de rapport à soi-même, à la fois dans son petit territoire et dans des espaces beaucoup plus libres dans lesquels on peut se mouvoir. Alors là, il y a deux contes. Donc le premier est un conte qui commence par une longue sécheresse. Et je vais vous le lire parce que la langue est savoureuse, même si je reconnais qu'elle serait bien trop difficile à mon avis, elle est pour le collège au minimum. Mais faut dire, dans ces temps de l'antan, la vie s'ouvrait encore sur quelques fleurs du rêve. Cela permettait au conteur de bâiller la parole avec des libertés étrangères au mensonge. Ainsi, il fut conté une sécheresse de carême, durant laquelle apparut un enfant qui invoquait la pluie. Le soleil avait donné dans des obstinations. L'on avait vu la terre des mornes se craqueler sur des vapeurs de racines mortes. On avait vu le ciel en éclats métalliques, où le moindre nuage se suicidait là même. Les fleurs les plus rouges s'étaient prises de feu dans des soupirs de soufre. Les autres, jaunes, blanches et oranges, s'étaient muées en une paille ocre qu'éternuaient les bœufs, les mulets, les cabris et les poulains. Ménagerie exsangue, auprès du deuil des sources. Il n'y avait plus nulle part aucune qualité de bouillure, et c'était catastrophe. Je trouve que c'est très rabelaisien, c'est nourri d'une histoire de la langue et des éléments. Donc, cette sécheresse arrive, et tout le monde se concerte en se demandant qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, arrive un petit garçon qui dit « Mais moi, je sais faire venir la pluie. » On le regarde, on se moque de lui, et puis les curés disent « Bon, qu'est-ce qu'on en risque à essayer ? On va être prudent, on va lui dire « Fais-nous venir une toute petite pluie. » Alors donc, il fait venir une toute petite pluie, et ça marche. Alors, les gens lui disent « Fais-nous en venir une grande. » Il leur dit « Non, moi je ne pouvais le faire qu'une fois. On m'avait demandé une toute petite pluie, ça restera une toute petite pluie. » Et donc, à ce moment-là, après la pluie va revenir normalement partout, sauf dans cet endroit où on n'a pas fait confiance à la parole de ce petit garçon, où il ne pleuvra jamais que petitement. Ils ne retrouveront jamais de grande pluie. Et le deuxième, L'Accra des richesses, donc un pauvre bougre dont le père vient de mourir, le père ne lui a laissé qu'une chose, c'est un petit accra à manger. Alors, il part, il est en partance, et puis le soir, il demande un gîte, et puis il dépose son accra auprès des poules. Quand même, la maisonnée lui dit « Fais attention, elles vont te le manger, ton accra. » Puis il dit « Oh, de toute façon, il est tellement dur, elles ne le mangeront pas. » Et puis le lendemain, effectivement, elles ne vont pas manger l'accra, mais lui le mange. Et à ce moment-là, il se met à crier « Ah, mais vos poules ont mangé mon accra !» Les gens sont quand même bien embêtés. On te donne une poule. Et puis c'est un compte randonné, donc après il part avec sa poule sous le bras, il va la mettre chez d'autres gens avec les moutons qui vont écraser soi-disant la poule alors que c'est lui qui lui tord le cou, et comme ça il va finir par se retrouver à la tête d'une grande maisonnée, d'où l'Accra des richesses. Il est devenu riche, il a épousé la fille de la plus grande des maisons qu'il ait trouvée, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un conte facétieux, un conte randonné aussi.
Donc ça, c'est un conte qui est très, très utilisable avec des élèves de primaire. Et donc, on voit qu'on retrouve toute une thématique que Chamoiseau et aussi, d'ailleurs, Depestre analysent. Alors, en expliquant finalement que ces contes traditionnels sont toujours des contes de la débrouille. C'est des contes des petits contre les gros. C'est les petits qui font des farces et qui arrivent à s'en sortir face aux plus grands. Il faut savoir que donc c'est des contes qui ont des racines à la fois africaines, européennes, internationales, parce qu'on sait bien que le conte est justement là aussi toujours plus ou moins dans une forme de créolité. Et ce sont des contes qui étaient racontés la nuit tombée dans ces fameuses habitations, chose qui a été longtemps interdite, de même qu'on interdisait aux esclaves d'apprendre à lire, et il leur était interdit de se réunir, même si c'était pour raconter des histoires. Donc l'histoire, la parole, dans une société issue de l'esclavage, la parole est toujours personnelle, elle est toujours... Ils n'avaient pas la parole par définition. Et là, les deux personnages, ce sont des personnages qui finalement ont la puissance de la parole. Alors, soit on la nie et on n'a plus rien, plus de pluie, soit au contraire, on s'en sert, il ment effrontément, mais c'est bien sa parole et sa débrouillardise qui vont lui permettre d'y arriver. C'est vraiment ce qu'on appelle le pouvoir performatif de la langue, c'est-à-dire qu'il suffit de dire pour que ça se fasse. Il y a une grande confiance dans la richesse de la langue chez Chamoiseau, vraiment. Et donc, qui Jean Vala, Zotlé Imbrita la Nanflo, de quelle pluie voulez-vous? Qui Jean Lavala, donc ceux qui êtes là, si vous voulez, Zotlé là, qu'est-ce que vous voulez, Ambrita le Nanflo, est-ce que vous avez une petite pluie ou un grand? Donc, vous voyez, il y a aussi vraiment des passages en créole au sein du texte. Alors, un autre texte que j'aime beaucoup, c'est Marie Scondé, un autre auteur que j'aime beaucoup. Alors, pour cette fois-ci un texte, donc Marie Scondé est aujourd'hui très âgée, elle doit avoir 80 ou 90 ans. Elle est depuis un certain temps pressentie pour le Nobel. Elle a beaucoup enseigné aux États-Unis, parce que beaucoup d'entre eux enseignent actuellement aux États-Unis, soit dans des ateliers d'écriture, soit dans les universités de la côte Est. Donc il y a vraiment beaucoup d'études internationales sur Marie Scondé. Elle a publié alors une trilogie qui s'appelle Ségou, qui se passe en Afrique, qui a eu beaucoup de succès dans les années 80. Elle ne travaille pas uniquement, donc contrairement à Chamoiseau par exemple, qui insère pratiquement tous ces textes sur le sol antillais, guadeloupéen, elle bouge comme ça entre les pôles. À la fois, elle peut évoquer l'Afrique, elle va évoquer aussi Haïti, donc par exemple dans le texte dont je vais parler, le roman dont je vais parler. Elle a aussi certains de ses récits se passent aux États-Unis. Et puis souvent, les personnages sont extrêmement mobiles. C'est vraiment dans cette mobilité de la créolité. Il y a aussi toute une réflexion sur ce que c'est justement la part de l'écrivain. Et donc, dans le petit ouvrage, donc, voilà, qui s'appelle Flots amers, qui est paru 2 fois, une première fois dans les années 80, puis qui a été republié sous ce titre. Donc, c'est un ouvrage qu'on peut lire, je dirais, il faut bien 10-12 ans aussi quand même, c'est plus... mais enfin, disons, on peut en lire donc, des extraits qui racontent l'histoire de Rose Aimée, d'une petite haïtienne. Alors ça, c'est aussi l'idée que, voilà, il ne faut pas qu'on voit les Antilles comme seulement nos Antilles françaises. Les Antilles, c'est une région géographique qui ne correspond pas aux entités politiques
de ces deux îles, et en particulier Haïti a quand même un rôle fondamental dans la réflexion sur l'identité antillaise, du fait que c'est la première île qui a mis fin à l'esclavage, même si aujourd'hui on ne peut pas dire qu'elle soit un modèle de bonheur et de liberté politique. Donc elle est vendue par sa mère qui ne peut plus la nourrir tout simplement à une succession de patrons, une patronne terrible. Elle va aller de souffrance en souffrance, hein, jusqu'à ce qu'elle décide de partir finalement avec une petite amie. Donc il y a des moments très drôles hein, aussi dans le roman, mais c'est vraiment un roman dur, hein, qu'il faut bien accompagner si on décide de le traiter. Elle va décider de partir sur un rafio vers les États-Unis, qu'elle décide de s'en aller, et puis il y aura une tempête, et voilà la fin de ce texte, donc après la tempête. Elle para leur corps, donc elle parle de la mer para leur cordale, ouvragées comme des fleurs, suspendues à leurs oreilles des boucles d'oreilles de varech. Elle chanta de sa voix suave pour calmer les terreurs des enfants, de Rosémée et de Lisa, et les yeux fermés, ils glissèrent tous dans l'autre monde. Car la mort n'est pas une fin, elle ouvre sur un au-delà où il n'est ni pauvre ni riche, ni ignorant ni instruit, ni noir, ni mulâtre, ni blanc. C'est fort, je trouve. Mais en même temps, voilà, il y a quand même une ouverture, en tout cas, donc c'est un texte simple, hein, sur le plan, elle passe de patron en patron, elle fait sa copine, ça fait, je sais pas, 80 pages à peu près. C'est un texte simple, linéaire, mais très puissant. Et voilà. Et le dernier ouvrage que je vais évoquer en 2 mots, du coup, c'est aussi un album qu'on peut étudier facilement à partir du cycle 2 d'Alex Godard qui s'appelle Maman de l'eau. Alors Maman de l'eau, c'est une référence à une légende qui est proche de celle des sirènes, c'est-à-dire que Maman de l'eau, hein, c'est de l'eau, la mère de l'eau serait une sorte de sirène qui attirerait les marins au fond. Et donc là, on a l'histoire d'une petite fille dont la mère est partie dans les années 60 travailler en métropole, qui vit avec ses grands-parents et dont le père finalement est mort en mer, qui était pêcheur. Et elle va acquérir petit à petit son indépendance. Elle va également, on la voit ici, apprendre à lire et à écrire à sa grand-mère, qui était encore justement une femme des plantations, des habitations, qui n'avait pas appris à lire et à écrire. Et elle va finir par communiquer avec sa mère grâce à des lettres. Donc c'est encore un récit qui pose à la fois l'importance de l'univers, de la beauté de la nature, et aussi la puissance de la parole, je trouve. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Et donc je dirais en conclusion que voilà, il y a vraiment cette idée d'une littérature qui nous touche parce qu'elle est ouverte, parce qu'elle renvoie à des identités qui sont complexes, qui n'assignent pas et qui cherchent au contraire à désassigner, qui sont le voyage, la filiation complexe, souvent les parents ne sont pas là, il y a des filiations un peu, voilà, où le père est mort, mais aussi la vitalité, beaucoup de rire, l'amour de la langue, des mots, le rapport au monde physique aussi dans sa beauté, et puis surtout, je trouve, le refus d'un centre unique, comme finalement, je trouve que tout archipel appelle à ce refus du centre. Voilà.